Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur votre média, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très content de vous retrouver en cette soirée d'été pour la diffusion d'une émission que nous allons enregistrer avec Madame Elisabeth de Caligny, une nouvelle fois sur l'antenne de Nurea TV. Sois la bienvenue parmi nous Elisabeth. Merci Guillaume, je pense qu'on va passer encore un bon moment. Je pense, je me suis déjà bien amusé avec notre dernière émission sur ce fabuleux Mont Saint-Michel, amusé à l'enregistrer avec toi, amusé à monter la vidéo pour que nos amis nuréens puissent la voir, et j'avais hâte de retrouver pour ce second enregistrement de l'été en ta compagnie. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une pierre, pour être plus précis, un diamant, mais une pierre avec des caractéristiques un petit peu spéciales, et surtout avec une histoire qui l'est tout autant, si ce n'est plus. Le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que ce diamant a des caractéristiques hors du commun. Il est connu à l'heure actuelle sous le nom de diamant Hope, mais il ne s'est pas toujours appelé ainsi. Il a eu un autre nom, et un nom très prestigieux. Et on doit dire que à cette pierre est associée une malédiction. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? On n'en sait strictement rien. Ce que j'ai pu voir en faisant des recherches quand même assez approfondies à la Sherlock Holmes, c'est qu'il y a des pistes qui sont brouillées de toutes parts, et notamment au 19e siècle. Il y a certainement des parts de vérité dans certaines choses, des choses qui sont très vraies dans d'autres, et des trucs complètement fantaisistes sur d'autres versions. Donc j'ai essayé d'extirper à peu près tout. Il y a quand même un fil conducteur et on s'y retrouve à la sortie. Mais vous allez voir que ce n'est pas simple, et vous allez voir également que les différents propriétaires, et il y en a une multitude concernant ce diamant, il leur est quand même arrivé pour certains des bricoles, comme on dit. Alors, il y en a, c'est pas de la légende, hein, c'est vraiment une réalité. Et puis il y en a d'autres, bon, ce sont des inventions probables qui ont été ajoutées pour donner un peu plus de crédit à cette histoire de malédiction. Embellir Voilà. l'histoire. Et en attendant, ce qu'on peut dire, c'est que aux États-Unis, il a une appellation bien particulière. On l'appelle le diamant à la malédiction des 3D. Et D comme death, donc la mort, debt, la ruine, les dettes, et divorce. Bon, ça veut tout dire. Ou alors la pierre qui tue aussi. Donc, vous avez compris dans quelle ambiance nous nous situons. Tout ce qu'on ne souhaite pas, même à son pire ennemi. C'est cela. Le diamant Hope, un cadeau empoisonné. Eh bien, Elisabeth, je te laisse nous conter l'histoire de la malédiction du diamant Hope. Eh bien, voilà. Je vais vous la raconter par le menu. Alors, ce diamant bleu, ce qui est quand même assez rare, on suppose qu'il a été extrait d'une mine indienne qui est celle de Kollur, et qui se trouve, je ne sais plus dans quel état, je crois que c'est le... Oh, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Enfin, ce n'est pas un état indien classique, si je puis dire, très connu. Et alors, son bleu est tout à fait original. Vous avez déjà vu des saphirs, c'est une pierre sombre, bleu sombre. Eh bien, ce diamant bleu, il est bleu clair, d'un bleu soutenu, d'un bleu vif, d'un bleu éclatant, profond, qu'on appellera parfois le bleu nattier, en référence à un peintre qui avait, des siècles passés, qui avait imaginé un bleu assez pétant. Voilà. Donc, bleu nattier. Et Hope, le nom sous lequel il est connu à l'heure actuelle, est celui d'un de ses derniers propriétaires, un propriétaire du diamant au 19e siècle. Ce diamant, à l'heure actuelle, pèse 44 carats 52. C'est déjà une belle pièce. Mais vous allez voir qu'avant d'être réduit à une taille qui lui donne un poids très inférieur, il a eu des proportions absolument énormes. Mais c'est quand même encore une très belle pierre. Alors, sur son origine, il y a deux légendes. La première dit qu'avant d'être ramené en Europe, le diamant aurait été serti sur le front d'une statue de Bouddha exposée dans un temple indien. Et c'est un guerrier asiatique, un guerrier mongol, qui l'aurait dérobé. Et c'est ainsi que ce diamant magnifique aurait atterri dans la cassette d'un des puissants empereurs mongols. Alors vous savez qu'il y a eu plusieurs empereurs mongols du XVIe au XVIIIe siècle. Ces gens étaient d'une richesse fabuleuse et avaient des collections de pierres absolument ahurissantes. Et d'ailleurs, la plupart des pierres des Maharajas
Ils sont des pierres hors du commun, viennent de ces Mongols. Et donc, on ne sait pas quel est l'empereur qui avait ce diamant, mais enfin bon, voilà. En tout cas, la seconde légende, elle est un petit peu différente, mais très proche. On dit qu'effectivement, la pierre aurait orné une statue. Ça serait non pas celle d'un Bouddha, mais celle de la déesse Sita, voire peut-être du dieu Vishnu. Et un voleur se serait enfermé dans le temple où se trouvait la statue, il aurait dérobé le truc, puis il aurait attendu le petit matin pour prendre la fuite avec son butin. Sauf que, première malédiction et première victime, dès qu'il se serait trouvé sur le seuil du temple, la foudre lui serait tombée dessus et il en serait mort. Voilà. Donc ça, ce sont les légendes sur l'origine du diamant. Mais si on veut aller dans le plus concret, eh bien, on va aller sur la piste de ce diamant à l'Armentan et on va tomber sur un homme dont on dirait également qu'il a été victime, la première victime physique connue de la malédiction, et il s'appelle Jean-Baptiste Tavernier. Et c'est ce Tavernier qui va ramener la précieuse gemme en France. L'homme était une sorte d'aventurier à l'époque, négociant en pierres précieuses, qui s'était forgé au fil du temps un réseau relationnel international sur le commerce des pierres, hors norme. Il était très intime avec le Shah de Perse, qui n'était pas n'importe qui à l'époque, et encore moins le grand Moghol. Alors, il faut savoir qu'il vivait à l'époque de Louis XIV, ce monsieur. Et c'est d'ailleurs avec le grand Moghol qu'il aura la possibilité de voir les plus beaux diamants qu'il ait jamais vus. Des gemmes absolument colossales au niveau de la taille, au niveau de la pureté, et il en acquérera certaines auprès de cet empereur mongol, qui sont toutes beauté, et il les ramènera en Europe et en France. Et en 1668, ce bourlingueur atypique, cet aventurier, c'est une Indiana Jones, c'est un peu ça d'ailleurs, qui court le monde depuis ses 23 ans, va avoir l'insigne privilège de contempler une pierre à l'état brut qui pèse 112 carats et demi, c'est-à-dire un monstre. Elle est d'une pureté exceptionnelle, elle est de couleur bleue comme l'azur, mais elle n'est pas taillée, c'est une pierre brute. Si en Europe les diamants sont extrêmement prisés, les diamants bleus, les diamants de couleur, c'est très rare en fait, on n'en trouve pas sous le pied d'un cheval si je puis dire, eh bien en Inde, ces diamants ils sont redoutés. On leur prête des capacités maléfiques, ils portent malheur. Alors bon, est-ce que c'est parce que ça dissuade quiconque d'aller les voler, on n'a pas envie de voler une pierre qui va vous porter la guigne, ou est-ce que c'est réellement une réalité? En tout cas, Tavernier va se procurer cette pierre bleue unique, peut-être auprès du grand Mongol. On n'en sait trop rien. Il y a d'autres sources qui disent également qu'elle aurait été acquise sur l'immense marché de Golconde en Inde, qui regorge de pierres à l'époque, où il y a un énorme commerce de pierres sous Louis XIV. Ce que l'on sait à peu près de façon certaine, en revanche, c'est qu'au retour de ses voyages, Tavernier, comme il le fait habituellement quand il revient avec ses sacs de gemmes, va se présenter au Louvre. Et à cette époque-là, Louis XIV est au tout début de son règne. Il va le recevoir à plusieurs reprises. Et puis un jour, Tavernier a dans ses valises, si je puis dire, des fabuleux diamants. Mais alors, pléthore. Il y en a une centaine. Et ils sont tous énormes. Le roi est totalement ébloui. Et au nom de l'État, il va acheter, c'est équivalent de l'or pour lui, c'est une base stable pour les ressources de l'État, eh bien il va acheter 47 de ces fabuleux diamants, d'une pureté incroyable et d'une grosseur inégalable, pour le prix sidérant de celui d'une tonne d'or. Vous imaginez, c'est énorme. Et parmi eux, évidemment, il y a cette pierre unique, ce diamant bleu, cette pierre brute qui n'a aucun nom, mais qui va devenir très vite une pierre nommée. Louis XIV est tellement heureux d'avoir acquis ces pierres, et en particulier ce diamant bleu, que pour remercier Jean-Baptiste Tavernier, il va l'anoblir, si bien que cet homme-là, après, s'appellera Jean-Baptiste de Tavernier. Et à la suite de cela, le roi va exposer cette gemme unique dans son cabinet de curiosités. Le roi Louis XIV a un cabinet de curiosités qui est installé à Saint-Germain. Il adore s'y rendre, il adore surtout montrer à ses invités et à sa cour les objets les plus incroyables et les plus uniques qu'on puisse trouver dans le monde. Mais il se dit, ce diamant, il ne peut pas rester à l'état brut et il a envie de le porter.
Donc il va confier à un joaillier de l'époque qui s'appelle Jean Pitan et qui est extrêmement doué la responsabilité de tailler cette pierre magnifique. Celui-ci va y mettre toute son âme, tout son art. Pour atteindre l'excellence, il lui faudra 2 ans pour le dessiner. Il va faire des tas de croquis, il n'est jamais content de lui. Il faut que cette taille soit parfaite, que ce diamant soit d'une perfection totale. Donc il faut que les dessins soient parfaits. 2 ans. Et pour tailler la pierre, il mettra également 2 ans de plus. 4 ans pour réaliser la taille, la réalisation de ce diamant. Et ce diamant comportera à la fin 78 facettes. 20 de plus en général que la moyenne. Chaque facette reflète la lumière de l'autre, car il y a en plus une symétrie à l'intérieur, une double symétrie à l'intérieur du diamant, qui fait que ça renvoie la lumière vers l'homme, la personne qui l'observe, par réflexion d'une facette à une autre. C'est une taille absolument unique et merveilleuse. Après cette taille, la pièce ne pèse plus que, selon les dires des uns, 67 carats et demi, selon d'autres, 69 carats. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir son baptême, son nom de baptême. On l'appellera désormais le diamant bleu de la couronne. D'autres appellations lui seront données par la suite, notamment celle du bleu de France. Et dans cet exposé, eh bien, je l'appellerai plutôt sous cette terminologie. En attendant, le roi Soleil est absolument ébloui. Coup de chance, il ne sera pas la première victime de cette pierre. Ultérieurement, des astrologues diront que ça ne se pouvait pas, car le roi Soleil avait un fabuleux thème astral qui l'aurait protégé de la malédiction. En tout cas, celui qui aurait, semble-t-il, succombé à son aura maléfique, eh bien, ce sera le négociant Jean-Baptiste de Tavernier. Juste après la vente du précieux joyau au roi, voilà qu'il se trouve embourbé dans des affaires pas terribles, plus ou moins malheureuses, dirais-je, qui vont le mener dans les tribunaux. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans les geôles royales. Il en ressortira ruiné. Et bon, comment se refaire, repartir aux Indes. Donc notre Jean-Baptiste Tavernier reprend ses bateaux et le voilà parti. Et il se dit, je vais refaire mon commerce de pierres précieuses, il connaît du monde là-bas et des réseaux énormes, donc bon, il va se refaire, puis il est jeune encore à l'époque. Sauf que sur un des bateaux où il se trouve, eh bien les gens sont extrêmement malades. Si contaminés entre eux que ils vont le contaminer aussi. Quand il va débarquer sur le sol indien, il est extrêmement malade, il est pris de convulsions et il va décéder, semble-t-il, dans ces affreuses convulsions. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Car il y a une autre version qui prétend qu'il aurait été dévoré par des bêtes sauvages. Et la troisième, qui est peut-être un petit peu moins romantique, veut qu'il soit en fait décédé à l'âge canonique pour l'époque de 84 ans, et ceci en Russie. Donc, malédiction ou pas, enfin on ne saura jamais de quoi est mort notre Tavernier. Et la seconde figure qui va être victime de ce fichu diamant, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est Nicolas Fouquet, le grand surintendant des finances de Louis XIV. Celui-là, vous le savez, il va avoir des soucis avec le roi. La version officielle étant qu'il en faisait un petit peu trop et que les honneurs et les faces de ses fêtes, de son train de vie avaient un peu agacé Louis XIV. En tout cas, l'homme va connaître une chute tragique. Il va se retrouver ruiné. Comme vous le savez, il aura fini dans cette horrible forteresse de Pignerol. Enfin bref, et il semblerait que le point de départ est à voir avec le fameux bleu de France. Voilà ce qui se passe. Un jour, le roi Soleil lui montre ses richesses, les richesses de sa cassette. Et dedans, qu'y a-t-il? Le fameux diamant bleu. Et Fouquet va oser une chose, il faut dire qu'il est dans les bonnes grâces du roi à l'époque, c'est de lui demander de lui prêter ce beau diamant qu'il puisse le porter au moins une fois. Et figurez-vous que le roi va accepter. Mais mal va en prendre à Fouquet, puisqu'à la suite de ça, le vent va tourner. Mais immédiatement, dès qu'il a rendu le joyau au souverain, il se brouille avec Mazarin. Mazarin qui est encore tout puissant. Et puis après, un petit peu plus tard, il va se friter avec Colbert. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'acquisition d'un manoir citadelle à Belle-Île-en-Mer
Et Colbert ne voit pas du tout ça d'une belle oreille. Pourquoi? Parce que Fouquet, à un moment, une fâcheuse tendance, c'est de racheter toutes les petites îles. Il a racheté Tomblaine, on s'en souvient, hein, la dernière fois, où il a fait quelque chose. Tout à Et il fait. n'a pas racheté que là, hein. Donc, il va commencer avec Belle-Île-en-Mer. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres endroits. Et il rachète toujours là, soit pour construire des forteresses, soit quelque chose. C'est comme s'il y avait une surveillance. Et Colbert n'apprécie pas parce qu'il se demande pourquoi. Il se demande ce qu'il fabrique. D'autant que ces forteresses, il ne les habite jamais. Et les deux dernières qu'il a acquises, c'est Belle-Île et puis Tomblaine. Et on connaît la suite. Toujours est-il que Colbert, qui le prend en grippe, va regarder ses comptes de plus près. Après tout, il est surintendant des finances. Et il va mettre les yeux dans les comptes. Et là, il va commencer à trouver des irrégularités. Sentant que le vent tourne, notre Fouquet se dit « il faut que je rattrape le coup, on va flatter Sa Majesté qui adore les grandes fêtes, et on va lui en faire une comme jamais. » C'est celle, ça sera la dernière, l'unique, celle que tout le monde connaît. Et donc, évidemment, Louis XIV est l'invité d'honneur. Oui, mais c'est un très mauvais calcul, parce que Sa Majesté va en prendre ombrage. On ne le copie pas dans ses fastes, et là, il avait fait très fort. Cette fête d'un luxe inouï va donc définitivement sonner le glas pour Fouquet, pour le trop ambitieux surintendant des finances. Mais enfin, autant le dire, parce que l'histoire le précise quand même dans la réalité, le roi avait déjà décidé du sort de Fouquet, et sa belle fête, de toute façon, n'aurait pas rattrapé le coup. La chute est inexorable, tragique. Fouquet va d'abord commencer par se retrouver avec sur le dos une accusation qui est parfaitement dénuée de fondement. On va lui faire grief d'avoir osé lever les yeux sur la favorite en titre, qui est à l'époque Mademoiselle de la Vallière. On va l'arrêter le 5 septembre 61 à Nantes, alors que le roi se trouve avec sa cour au Parlement de Bretagne pour le visiter. Et 2 jours après, il est conduit au château d'Angers et mis sous bonne garde. Il va avoir un procès qui va durer 3 ans. Au final, la Chambre de justice rendra à l'encontre de Nicolas Fouquet diverses condamnations au titre de ses malversations. Il sera condamné par décision du 20 décembre 1664 au bannissement définitif hors du royaume et à la confiscation de tous ses biens. Mais pour Louis XIV, cela ne suffit pas. Insatisfait de la clémence de la sentence, il commuera sa peine en détention perpétuelle. C'est ainsi que Nicolas Fouquet finira ses jours au secret dans l'horrible et sinistre forteresse de Pignerol, qui se trouve dans les Alpes, comme vous le savez, où il finira le 23 mars 1680 à l'âge de 65 ans. On dira qu'il est mort de chagrin. Certains de ses amis auront essayé de le sortir de là. Vous savez que Fouquet est un ami des arts, un mécène. Jean de La Fontaine va beaucoup se démener. La marquise de Sévigné est très influente pourtant à la cour. Va s'y coller aussi, mais le roi Louis XIV ne cédera jamais. Voici la première victime de la malédiction du diamant bleu. La seconde sera quelqu'un de très puissant également à la cour de Louis XIV, puisqu'il semblerait que ce soit Françoise Athénaïs de Rochechouart, autrement dit la belle marquise de Montespan. D'après certains, la redoutable et influente maîtresse de Louis XIV, un des plus beaux esprits de la cour, très influente puisqu'elle a souvent donné conseil au roi qui l'a suivi, et va se retrouver mal en point après avoir porté ce diamant. Rappelons qu'elle arrive à la cour de Louis XIV en 1660, qu'elle fait d'abord partie des dames d'honneur de la reine, ce qui est un grand classique. Les rois en général ne vont pas chercher loin, ils vont toujours chez les dames d'honneur de la reine. Et il remarque cette belle femme, elle est magnifique, la Montespan, elle est bien plus belle que toutes les autres. Et puis, il était à l'époque, avec la douce et aimante marquise de la Vallière, mais elle est tellement brillante, cette Montespan, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, que c'est le coup de foudre. Et il aime tellement cette femme que non seulement il écoute ses avis, mais surtout il l'autorise à porter le bleu de France. Et donc Madame de Montespan, dans des réceptions fort officielles, portera à diverses reprises le magnifique diamant. Alors porter une pièce aussi prestigieuse pour une favorite, c'est absolument exceptionnel. Que la reine porte un bijou pareil, on peut le comprendre, mais une favorite. Hélas, c'est le début de la décadence pour Madame de Montespan. Juste après, enfin, peut-être pas le lendemain,
quelque temps plus tard, son corps nu de mari, le marquis de Montespan, qui a bien du mal à accepter que son épouse fasse des enfants à la fille, à Louis XIV, parce qu'elle en fera quand même 8, ce qui est quand même pas rien, que le roi reconnaîtra comme légitime à tous les coups, ce qui est absolument extraordinaire. C'est vous dire à quel point il l'aimait. Mais surtout, Louis XIV adorait les enfants. Donc il voulait pas de bâtards. Donc la Montespan va faire 8 enfants qu'il reconnaîtra. En attendant, le marquis de Montespan, qui sent ses cornes pousser de plus en plus furieux. Et qu'est-ce qu'il va faire pour emmerder le monde? Il va se déguiser comme un corbeau, il est tout en noir. Il circule dans les allées de Versailles et dans les salles du palais. Et à qui veut l'entendre, il déclare contrit qu'il porte le deuil de son honneur. Alors évidemment, Loulou, le 14e, est très furieux. Il se dit que ça commence à bien faire. Il n'aime pas trop avoir un concurrent qui se lamente et qui remet en cause sa souveraineté, parce qu'en gros c'est ça, le roi décide. Et il va se dire, il va arranger ça avec la Montespan, il va lui dire, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Et elle va lui dire, écoutez, monnaie, monnaie. Donc il va commencer à donner de l'argent à Montespan pour qu'il se calme. Et pour qu'il cesse ses jérémiades surtout. Ben, ça ne sera pas sans conséquence parce que Monsieur de Montespan, qui n'est pas complètement idiot, reviendra à plusieurs reprises à la caisse. Ça commence à faire cher. Donc il va y avoir, comme qui dirait, de l'eau dans le gaz entre le roi et la Montespan. Puis à la fin, il finira par se lasser par cette maîtresse qui est toujours enceinte, il faut quand même le dire. Et 8 enfants rapprochés, ça marque le physique quand même. Donc elle commence à devenir un peu moins jolie, sa taille s'est épaissie, et puis le temps de l'éloignement arrive. Et puis il faut savoir qu'il y a un certain Bossuet qui était très influent à la cour, qui a déjà causé pas mal de soucis à certaines personnes. Et il va s'en prendre à la Montespan. Et le roi écoute ce que lui dit Bossuet, parce que c'est un homme qui en général est de bons conseils, et il commence à avoir de plus en plus la Montespan dans le nez. Et puis alors il y a autre chose qui agace le roi. Bon, il vient souvent voir ses enfants, comme je vous l'ai dit, il les aime, et même de Montespan, c'est une femme qui aime bien les enfants de loin. Donc elle a pris une gouvernante pour ses enfants, qui n'est pas n'importe qui, c'est Madame de Maintenon. Madame de Maintenon qui est l'inverse de la Montespan. Bigote, n'essayant pas de se mettre en valeur, mais alors adorant les enfants. Et elle va souvent se retrouver avec Louis XIV, à jouer avec les enfants. Ça déplaît à Madame de Montespan, qui lui cherche des guignes systématiquement. Et elle perdra la partie, puisque comme on le sait, Montespan s'éloignera encore plus du roi, qui va être très agacé. Mais surtout, Madame de Maintenon sera quand même la dernière épouse secrète de Louis XIV, la femme de sa vie en quelque sorte. Mauvais calcul. En 1680 explose le final, le feu d'artifice final. On appellera ça l'affaire des poisons. Tiens, il faudrait que je la raconte celle-là aussi une fois, parce que c'est pas triste l'affaire des poisons. Il se dit que la Montespan est sérieusement impliquée. On va lui reprocher ainsi d'avoir donné des aphrodisiaques au roi, crime de lèse-majesté, même d'avoir voulu attenter à sa vie. Tout ça, ce sont des rumeurs, ça ne sera jamais prouvé, mais enfin. Et puis on dirait également que sa nouvelle maîtresse, la charmante demoiselle de Fontanges, est décédée des suites d'un empoisonnement dont Madame de Montespan aurait été l'initiatrice. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La jeune Fontanges est enceinte des œuvres du monarque, son bébé n'est mort-né, mais surtout, après l'accouchement, elle est rongée par le mal. Et elle va tellement mal qu'au bout de quelques jours, elle décède. Évidemment, les regards se tournent vers Madame de Montespan. Cette fois, c'en est trop. Le roi n'est plus amoureux depuis belle lurette et il ne pardonnera pas à la marquise. Bon, soyons clairs, Madame de Montespan n'y est plus rien. La Fontanges souffrait simplement d'une fièvre puerpérale qui emportait beaucoup de femmes à l'époque. Elle est morte de ça. Enfin, pour autant, le roi décide que ça suffit. Elle ne sera pas inquiétée, elle ne sera pas priée de quitter la cour, pour autant, alors qu'en général, Louis XIV ne fait pas de cadeaux. Il l'assommera simplement de quitter ses prestigieux appartements pour aller vivre sous une soupente des toits du château de Versailles. Et ce qu'elle va faire, elle va partir avec panache sous sa soupente. Elle restera quand même un bon moment à la cour, on la recevra encore à des fêtes, mais des fêtes peu prestigieuses. Elle croisera le roi de temps en temps dans ses fêtes, qui ne la regarde plus. C'est horrible.
En 1700, elle finira par renoncer définitivement à la vie mondaine. Elle veut regagner sa propriété et retrouver son cher mari, le vieux marquis, qui la jette purement et simplement. Il lui ferme la porte au nez. C'est ainsi qu'elle se retrouvera à l'abbaye de Fontevraud, à côté de Tours, cette magnifique abbaye que je vais aller visiter bientôt d'ailleurs. Et je l'ai déjà visitée, mais je veux la revisiter maintenant. Et pourquoi là-bas? Eh bien, tout simplement parce que sa sœur était la mère abbesse de l'abbaye de Fontevraud. Donc, elle va y rester. Elle va devenir extrêmement pieuse et dévote, vivant dans le renoncement. Et c'est en allant prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault qu'elle mourra à 66 ans, ce qui est quand même pas mal pour l'époque, oubliée de tous et surtout du roi. C'est ainsi que la plus entourée des favorites royales finira ses jours dans la solitude la plus absolue. Le diamant lui a porté la poisse. Enfin, c'est ce que dit la légende. Et on va passer aux autres rois. Louis XV ne va pas être très friand de porter ce diamant. Par contre, il va faire quelque chose de très important. Il va le faire sertir sur son insigne la plus prestigieuse, qui est la toison d'or. Donc ce diamant, ce magnifique diamant, va être serti en pendant avec une autre gemme prestigieuse, taillée en forme de dragon. C'est un pendentif, là. On dit qu'il est de rubis, parfois de spinel rouge d'autrefois. Il s'appelle le Côte de Bretagne. C'est absolument magnifique. D'ailleurs, vous pouvez voir les représentations de cette toison d'or et puis de cette pierre rouge. C'est très joli. La toison en elle-même ruisselle des plus belles pierres. Mais la seule pierre qu'on voit, c'est le bleu de France. Il saute aux yeux, on ne voit que lui, il est tellement beau, tellement bleu, tellement gros. Voilà pour Louis XV. Louis XVI ne se privera pas de le porter, et très curieusement, surtout dans les 6 derniers mois qui vont précéder la chute de la monarchie. Je ne vous ferai pas un dessin, la suite, on la connaît. Et arrive la Révolution. Et c'est durant cette époque troublée de la Révolution française que le diamant bleu va connaître un étrange périple. C'est le début de son vagabondage, si je puis dire. Parce qu'on ne sait pas trop où il va partir, on ne sait pas trop où il va aller, enfin vous allez voir. En tout cas, il va se retrouver au cœur d'événements pour le moins singuliers. Ce diamant, comme tous les bijoux royaux, va se retrouver confisqué au roi, évidemment, et entreposé dans ce qu'on appelle le nouveau garde-meuble national, qui se trouve ni plus ni moins que sur la place de la Concorde actuelle, dans ce qui occupe à l'heure actuelle le bâtiment de la Marine, l'hôtel de la Marine. Vous savez, un de ces beaux bâtiments, il y a le Trianon d'un côté, l'hôtel de la Marine de l'autre. Donc le peuple peut venir le regarder, ce trésor, admirer les trésors de la France, confisqués au roi évidemment, c'est un trésor de guerre. Il y a tout, y compris le sceptre, la main de justice, tout. Et en 1791, la première décision de l'Assemblée constituante, enfin une des premières, concernera les fameux bijoux de la couronne. On ordonnera tout de suite un inventaire pour être sûr qu'il ne manque rien, puis que pour pouvoir répertorier ce qui existe, au cas où il y aurait des vols. Et l'inventaire aura lieu durant le mois d'août 1791. Sauf que, alors on va trouver 2500 diamants absolument époustouflants, y compris le bleu de France. Mais voilà que l'inventaire à peine achevé débute des troubles très graves, qui vont mener au fameux massacre de septembre, si bien que la commune de Paris va ordonner immédiatement que les armoires des précieux trésors de la couronne soient mis sous scellé et gardés jour et nuit par 3 commissaires. Et là, au matin du 17 septembre, on va constater que les scellés ont été brisés, sans toutefois que les serrures aient été fracturées. Tiens. Et on découvre en ouvrant l'armoire, et avec horreur, que le trésor de la couronne a disparu. Il s'est volatilisé. Comment est-ce possible avec une telle surveillance? On saura plus tard que ce cambriolage s'est déroulé au moins sur 4 nuits. Tiens, on a pris son temps. Presque une semaine, selon certaines sources. Et avec l'aide de complicités diverses, évidemment. Une enquête débute aussitôt, 2 hommes sont arrêtés, on trouve dans les poches quelques-uns des précieux joyaux, et puis très vite on va découvrir qu'ils font partie d'une bande d'aigrefins. Ils sont dirigés par un certain Paul Miette, connu des services de justice. Il a été condamné à plusieurs reprises. Et puis on apprendra aussi dans le cadre de cette enquête que durant ce cambriolage au long cours, il y aura 60 à 65 personnes qui sont venus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu avec les complicités au garde-meuble royal, enfin national. On s'y est installé, on a ramené sa copine, on a mangé sur le pouce, on a piqué 2-3 diamants, voilà. Les joyeux fêtards.
Sauf que, avant eux étaient passés d'autres fêtards, enfin, d'autres qui n'étaient pas fêtards, des pros de la cambriole. Ils ont fait le casse du siècle. Ceux-là étaient bien renseignés. Ils connaissaient toutes les réserves, l'endroit où était ça et là. Donc, ils ont fait le cambriolage le premier jour. Ce sont les autres qui se sont amusés après. En tout cas, ils ont violé les grandes armoires sans fracturer rien du tout. Et ils vont faire main basse sur tout ce qui est de plus précieux, y compris la toison d'or, avec le bleu de France, évidemment. Ce cambriolage incroyable va provoquer un tollé général. Parce que dès que la chose est rendue publique, le peuple est furieux. On somme immédiatement le ministre de l'Intérieur en place de s'expliquer à la tribune de l'Assemblée nationale. Au final, on rattrapera beaucoup de monde, mais jamais les cerveaux du casse, évidemment. Ce sont les lampistes qui vont prendre, comme d'habitude. 5 seront guillotinés, les autres condamnés à des peines de prison conséquentes. Et pour l'occasion, on va déplacer la guillotine qui se trouve à l'époque place du Carrousel jusqu'à la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, et la placer sous les fenêtres de l'hôtel de la Marine pour que ceux que l'on va guillotiner puissent mourir sous les fenêtres de l'endroit où ils ont commis leur forfait. La guillotine, à partir de là, n'en bougera plus, et c'est là que, quelque temps plus tard, le roi Louis XVI sera décapité. Mais qu'est-ce qu'il est devenu du trésor royal? Les dénonciations commencent à arriver. Il va y avoir une lettre anonyme qui va aviser les autorités de ce qu'une partie du trésor se trouverait ensevelie dans un fossé de l'allée des Veuves. On va y creuser, effectivement, on va exhumer le Régent, le fabuleux Régent. Le fameux Régent qu'on trouve au Louvre à l'heure actuelle, qui est un énorme diamant blanc avec un ciel bleuté, donc rarissime, mais aussi moins rare que le diamant bleu, mais bon quand même. Et puis on va retrouver une précieuse coupe d'agate et quelques bijoux précieux. Mais de diamants bleus et de toison d'or, que nenni. Où sont-ils? On apprendra des années plus tard que c'est un voleur du nom de Cadet Guillot qui aurait réussi à fuir en Angleterre avec le précieux butin. D'Angleterre, le diamant, peut-être la toison en entier, serait parti pour Constantinople, mais là, c'est une supposition, il n'y a pas vraiment de preuve là-dedans. Il y a d'autres sources qui vont indiquer qu'il aurait été acquis par le duc de Brunswick, Charles Guillaume Ferdinand. Alors, qui est le duc de Brunswick? Ce Prussien, alors allié à la France, parce qu'à l'époque, on est côte-côte à ce moment-là, est considéré comme un stratège, comme un des plus grands généraux d'Europe. Et cet homme adore les pierres précieuses. C'est un grand collectionneur. Et on dit que le duc de Brunswick aurait acquis en toute légalité le diamant bleu, le bleu de France. Oh, il l'a certainement fait en parfaite bonne foi. Il ignorait vraisemblablement la provenance de la chose, sinon il ne serait pas risqué à acheter une pierre pareille. Puis il était connu de tous les négociants, on savait qu'il allait payer. Quand ça lui tapait à l'œil, une pierre pareille ne peut que lui taper à l'œil, il achète. Il ne discute même pas le prix d'ailleurs. Il ne demande pas la provenance. Il est fier de ses bijoux. Souvent, il les arbore lui-même. Et puis surtout, il les fait des fois placer, sertir dans de la vaisselle quand il reçoit ses prestigieux invités. Hélas, il paraît qu'à partir du moment où il acquiert cette pierre bleue, sa chance continue et commence à tourner. Jusque-là, les troupes qu'il commandait gagnaient systématiquement les batailles. Et maintenant, ce sont les revers qui s'accumulent. Le premier serait une magistrale retraite de ses troupes lors d'une bataille, et on dira que c'est de sa faute, qu'il a commis des erreurs tactiques inexplicables, et lui-même ne se les explique pas. Ensuite, il va se prendre de bec avec un général autrichien, le général Wurmster. Les tensions vont s'aggraver. Il en a tellement ras-le-bol qu'il décide de quitter l'armée. Il rentre dans son duché en 1794. Il ne s'occupe plus ni de politique, ni de guerre, ni de rien du tout. Il ne veut plus s'occuper de rien. Ce qui est étrange, c'est que dans ce temps-là, il va, semble-t-il, d'après la légende, vendre le fameux diamant. Mais à vil prix. Des queues de cerises. Aurait-il appris sa provenance frauduleuse ou bien s'était-il rendu compte qu'il commençait à lui porter la poisse? On n'en sait rien. En tout cas, le désastre va se poursuivre après la vente. Dès 1806, les Prussiens deviennent les ennemis de la France et à cette occasion, le duc reprend du service. Il va connaître une nouvelle débâcle à Iéna, ensuite à Auerstadt, et là, c'est le drame. Il se prend une balle dans les yeux.
Il perd la vue. Son armée sans commandement est en déroute. On le transporte à Altona et là, il va décéder dans des souffrances absolument atroces. Exit le duc de Brunswick. Il semblerait que ce duc ait vendu, si la légende n'en est pas une, le fameux diamant, un diamantaire d'Amsterdam qui s'appelait Willem Fals. Et Fals l'aurait retaillé, dit-on. Mais vous allez voir qu'il y aura plusieurs auteurs soupçonnés de sa retaille. Enfin bon, disons que là, nous en sommes à Fals. Et Fals a un fils qui aurait été si fasciné par la pierre qu'il l'aurait dérobée. Mais son père aurait déposé plainte. Si bien qu'un jour, eh bien, il va voir son fils arriver entre deux gendarmes et accusé de vol. Et ça, c'est terrible pour le diamantaire. Que va-t-il faire? Il va faire d'abord une dépression et il va se suicider. Voilà ce que dit la légende. Et ça n'est pas fini. On retrouve ce fameux diamant en Espagne cette fois. Il semblerait que c'est la reine Maria Luisa d'Espagne qui ait eu un coup de foudre pour cette pierre. Alors, on ne sait pas du tout ses conditions d'acquisition. Effectivement, vous avez un tableau d'elle de Goya, c'est pas n'importe qui aurait été peint vers 1800, où l'on voit une énorme pierre bleue entourée de diamants au cou de la reine d'Espagne. Est-ce le diamant bleu de France qui aurait été retaillé? On n'en sait rien. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette reine n'aura pas été inquiétée plus que cela par la malédiction, si tant est que cette chose a existé, ça se pourrait bien. Parce qu'on dit qu'après, le diamant n'a pas été conservé, il a été revendu à un certain joaillier du nom d'Eliasson. Alors celui-là, il est plus ou moins receleur, on le connaît, mais il a souvent des très belles pierres. Et on dit que lui aussi qu'il l'aurait retaillé. Alors tout le monde, vous allez voir, il y a des retailles dans tous les sens. Hein. Et puis ensuite, qu'il l'aurait mis en vente pour la coquette somme quand même de 90 000 livres sterling, ce qui est une grosse somme à l'époque. Et ce diamant arrive dans la famille des banquiers Hope. Alors les banquiers Hope, c'est quoi? Ce sont des Hollandais à la base. Et ces Hollandais sont richissimes. Ils ont monté une banque d'affaires qui se transmet de génération en génération. Et sur les Hope, il va y avoir plusieurs histoires, plusieurs versions, si je puis dire. La moins courante voudrait que le diamant ait été retaillé vers 1824 et ait été revendu au banquier londonien Thomas Hope. Vous allez voir, il y a plusieurs prénoms, faites attention. Donc Thomas Hope. Et il aurait été vendu précisément par le fameux joaillier Daniel Eliasson dont je viens de parler. Thomas Hope va décéder 7 ans plus tard de façon inexplicable et subite. Son diamant va revenir à son plus jeune frère Henri-Philippe Hope, donc le deuxième. Hein. Ça, c'est la première version. La seconde version, qui est la plus courante et peut-être la plus crédible, dira... On fait exit Thomas Hope. Mais il va dire que c'est en fait Henri-Philippe Hope, qui va, donc le frère, qui va immédiatement avoir un coup de foudre pour cette pierre quand il va la voir. Il tombe en poids-moison. Banquier, il est de très loin, ça ne l'intéresse pas du tout, même s'il est censé diriger la banque. C'est un type qui fait la fête, qui est un mécène, une sorte de dilettante qui navigue dans le monde des arts, qui s'amuse beaucoup. Et on ne sait pas du tout comment il l'aurait, ni vers qui il l'aurait acquis. En tout cas, on va avoir des pistes bien plus tard. Et ça va être dû à un savant, un scientifique qui travaille au musée d'histoire naturelle de Paris. Il s'appelle le professeur François Farge. Je vais en parler un peu plus clairement. Et grâce à lui, on va savoir que il se pourrait bien que Hope l'ait acquis d'un certain joaillier parisien passablement receleur qui se serait appelé Charles Achard. Et ce Charles Achard aurait fait don au musée d'histoire naturelle d'un plomb. Alors un plomb, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand un joaillier est fasciné par une pierre dont il veut garder le souvenir, eh bien, il va faire un moulage dans du plomb. Et ça conservera l'empreinte, la forme et les spécificités de la pierre, qui en général est une pièce exceptionnelle. Et c'est ce plomb qui correspond à la dimension d'une pierre énorme que Charles Achard va faire don au musée d'histoire naturelle. Et on va savoir ici que dans les archives du musée, il y a un écrit de ce monsieur Achard, donateur du plomb.
qui stipule qu'il s'agit du plan du Bleu de France et qu'il était en possession, ce Bleu de France, d'un de ses clients, en l'occurrence Monsieur Hope de Londres, dira-t-il. Et selon toute vraisemblance, vu le reste de sa missive et la date, c'est certainement Henri-Philippe Hope et non son frère Thomas. C'est ainsi que le professeur Farge, responsable du département de gémologie du musée d'histoire naturelle, dont je reparlerai tout à l'heure, a très sérieusement envisagé que ce soit le deuxième Hope qui ait acquis le diamant auprès de cet Achard Rosseller. On sait aussi quasiment de source sûre que ce Charles Achard lui vendait régulièrement des saphirs d'une qualité exceptionnelle. Comme on sait également que ce Henri-Philippe Hope n'a jamais, de son vivant, fait état de cette pierre, pourtant certainement la plus belle de sa collection, de son vivant. Jamais il en a parlé. En fait, on va la découvrir comment ? On va la découvrir quand il va décéder, puisqu'elle sera dans l'inventaire de sa succession. On saura aussi que cette pierre qu'on va retrouver dans l'inventaire de la succession est certainement le Bleu de France, même si elle était retaillée, parce qu'on observera que cette pierre a une taille qui est caractéristique de celle du 19e siècle et que par rapport à ce qu'était le Bleu de France, c'était plus petit. Alors comment ce diamant a pu-t-il se retrouver comme ça quelque temps plus tard à Londres, acquise par un banquier qui devait savoir de quoi il retournait de toute façon, parce qu'il était au courant de tout. Eh bien, le délai de prescription à l'époque d'un vol est de 20 ans. Et comme par hasard, ce banquier richissime va l'acquérir après le délai de prescription. Mais il y a autre chose, c'est que pour ce qui concerne le délai de recel, il n'y a pas de prescription. Donc, quelqu'un qui vole une pierre pareille, qui est absolument inécoulable, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit la retailler, la faire retailler pour pas que ça se voit. Donc, c'est probablement à ce moment-là que le Bleu de France a été retaillé. On pouvait échapper au délit de vol, puisqu'il était prescrit, mais pas à celui de recel, donc ni vu ni connu. On va retailler, et c'est à peu près certain, ce Bleu de France à cette époque-là. Et le professeur Farge dira qu'il est absolument convaincu que c'est Hope qui a été à l'origine de sa retaille, et que le retailleur pourrait bien être ce Charles Achard. Voilà. Mais ça, on n'en sait rien non plus. En tout cas, en 1839, s'ouvre la succession, on retrouve le diamant dans l'inventaire de sa collection, et c'est à ce moment-là que la pierre va être rebaptisée Hope. Elle va rentrer par là même dans la légende de la malédiction, parce que c'est à cette époque-là qu'on va commencer à parler de malédiction. Et que les premiers éléments de la malédiction qui va frapper les Hope vont surgir. On va dire en effet que peu après le décès subit de Thomas Hope, qui n'aurait pas, comme je vous l'ai dit, été l'acquéreur, puisque c'était son frère, eh bien, sa veuve va porter le diamant. Sa veuve va porter le diamant, et à partir de là, on ne sait pas pourquoi elle va porter le diamant, mais enfin, elle va le porter. Et sa maison aurait brûlé, son hôtel particulier, enfin, elle aurait été ruinée, elle aurait eu des tas de problèmes. Et puis, ça ne va pas être la seule chose qui va intervenir dans la famille Hope. Henri Hope, donc, Henri-Philippe Hope décède, sans descendance, comme je l'ai dit, et le diamant revient par héritage à son neveu, un certain Henri Thomas Hope. Or, celui-là, semble-t-il, va avoir des ennuis quand le Hope arrive dans sa vie, puisqu'il fait faillite et qu'en plus, sa femme l'abandonne. En 1887, le Hope va arriver sous forme d'assurance vie entre les mains d'un certain Henri Francis Hope, descendant, en ligne successorale. L'homme vit grand train. Alors lui, il dilapide la fortune familiale à tour de bras. C'est pour ça qu'on lui a mis le diamant sous forme d'assurance vie, pour pas qu'il bouffe le prix du diamant. Sauf que, comme il joue, comme il s'amuse, banqueroute. La banque familiale Hope, la célèbre banque Hope, commence à prendre l'eau. Et c'est dans ce contexte difficile qu'il va demander à un tribunal de lui permettre de vendre le diamant afin de permettre d'éponger les dettes et d'essayer de sauver la banque.
Et c'est ainsi qu'Henri Francis Aube va le revendre en 1902 au bijoutier londonien Adolphe Weil, qui va à son tour le céder l'année suivante à un certain Joseph Frankel, qui est courtier américain en pierres précieuses. Frankel l'aura ensuite revendu à un marchand et collectionneur turc du nom de Selim Habib en 1908, qui le revendra l'année suivante à un joaillier français du nom de Rosenau, lequel le revendra aussitôt au plus célèbre des joailliers sur la place mondiale à l'époque, Louis Cartier, le célèbre joaillier français. Alors ça, on est à peu près, il y a quand même des données historiques tangibles qui fonctionnent par rapport à ce que je vais vous raconter. Mais sur le 19e siècle, il va y avoir d'autres bruits concernant cette malédiction. Alors ça a été plutôt créé à partir du moment où Louis Cartier va faire une conférence de presse en 1910 pour parler de cette pierre-là, des recherches qu'il a faites à son sujet et de la supposée malédiction. Et alors vont fleurir certains trucs un peu bizarres. Alors, parmi les trucs, les légendes un peu bizarres, on va dire qu'à la fin du 19e siècle, une des victimes de la malédiction est une danseuse des Folies Bergères. Et cette danseuse, dont on ne connaît pas le nom et peut-être pour cause, aurait reçu en présent ce fameux diamant d'un prince russe du nom d'Ivan Kanitovski, qui était fou d'amour pour elle. Or, ce cadeau va être empoisonné, puisque la première fois que cette danseuse va sortir avec la belle pierre autour du cou, un amoureux éconduit va lui tirer une balle dans la tête. Elle n'aura pas le temps d'en voir plus, la pauvre. Suite à cela, la pierre aurait été rachetée par le richissime et puissant sultan Abdulhamid II, donc la force de l'Empire ottoman, qui possédait lui aussi, comme tous les nababs orientaux, des collections de pierres absolument magnifiques. Il se trouve que le rachat du Hop, d'après la légende, dit que ça aurait sonné le glas de sa chance. En tout cas, il aurait fait la transaction d'achat via un grec qui s'appelait Montarides. Eh bien, croyez-le ou pas, ce grec aurait été frappé lui aussi de la malédiction, puisque fortuitement, il serait tombé d'une falaise avec sa femme et son enfant, et tout le monde se serait tué. Enfin, en attendant, le sultan voit la chance qui tourne. Cet homme qui a fait violemment réprimer les Arméniens chrétiens qui demandaient leurs droits à la fin du 19e siècle, va créer des soulèvements. Il va être écarté du trône par son frère, qui le remplacera et qui s'appelle Mehmed V. Et il avait déjà eu un problème avec un attentat à Istanbul et qui avait causé la mort de 6 personnes en juillet 1905. Lui avait pas eu de problème. Mais sur ordre du nouveau sultan, son frère, il est prié de partir en exil hors du pays. Et dans ses bagages, le voici parti à Paris avec quoi? Le fameux diamant bleu. Et il va demander à Louis Cartier de l'expertiser en 1910. Vous voyez, on arrive finalement avec des légendes différentes au même endroit et à la même date. Donc Louis Cartier 1910. Et c'est selon cette version que Louis Cartier va l'authentifier, comme il l'a authentifié avec les autres versions également du trajet du diamant, et va dire qu'il est probable que cette pierre soit ni plus ni moins que la pierre dérobée au garde-meuble national durant la Révolution française, c'est-à-dire le bleu de France. En attendant, Cartier va donc donner en 1910 une conférence de presse très prisée. Il parlera abondamment de la malédiction, certainement pour pouvoir vendre cette belle pierre, puis se faire de la pub. En attendant, les journaux américains commencent à évoquer les premiers, ces malédictions diverses et variées. Ils en inventent, mais on va un peu sur les points d'enquête de Cartier. Et puis, on va demander pendant la conférence de presse à Cartier s'il croit vraiment à cette malédiction. Lui, pas du tout. Je crois pas aux malédictions. Tout ça, c'est les superstitions des balivernes. Allez, ça ternit la réputation du Hope. Vous voyez comment il fait? C'est-à-dire, il dit ça ternit la réputation. En même temps, tout le monde est émoustillé par l'histoire de malédiction. Enfin bon, toujours est-il que quand Monsieur Louis Cartier va rentrer chez lui le soir dans son bel hôtel particulier, il va avoir une mauvaise surprise. C'est que sa chère André Caroline lui annonce qu'elle en a ras-le-bol de vivre avec lui, qu'elle quitte le domicile conjugal et qu'elle demande le divorce. Donc il n'est pas très heureux évidemment. À la suite de ça, pour ses affaires, elle doit se rendre à Genève. Et là, il n'a pas de chance qu'il va avoir un grave accident de voiture en Suisse qui va le laisser hospitalisé pendant plusieurs semaines là-bas. Et quand il va enfin pouvoir regagner la France et son domicile parisien, il va constater que son épouse a mis sa menace à exécution, donc il n'y a plus personne au nid, et en plus, il y a une assignation de divorce qui l'attend. Donc ça commence mal.
Alors on pourrait se dire qu'à ce stade, effectivement, les gens commencent à se méfier, que la malchance est dans l'air et que ce diamant, personne ne voudra plus l'acquérir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il se trouve qu'en janvier 1911, le milliardaire Ned McLean, qui est ni plus ni moins que le directeur du Washington Post, et son épouse Evelyn Walsh McLean, qui elle-même est l'héritière richissime d'un prospecteur de mines irlandais, ce joli couple très en vue à Washington et très branché, fait une petite villégiature à Paris. Et à l'époque, on ne passe pas à Paris sans aller place Vendôme. Et chez le plus puissant, le plus merveilleux des joailliers, il s'appelle Cartier. Et chez Cartier, évidemment, eh bien, il y a 3 frères. Et il y en a un qui est chargé de la clientèle américaine, c'est Pierre Cartier. Et Pierre Cartier, il a le chic pour raconter des histoires. Des histoires sur la légende des pierres qu'il va vendre. Et il leur sort évidemment, vu leurs moyens, le fameux bleu de France, le Hope, en leur racontant une petite légende, une petite malédiction. Enfin, il en fait pas trop, parce qu'il ne veut quand même pas inquiéter. Mais voilà qu'Evelyn McLean est complètement émoustillée, et elle répond, eh ben moi, elle me portera bonheur. Et vlan, on achète. La transaction se fait le 28 janvier 1911. Cartier va vendre le Hope au milliardaire Ned McLean pour une somme de 189 000 $. Ça, c'est certaines sources, il y en a d'autres qui disent 300 000 $. Ça va se dérouler dans les bureaux du Washington Post à Washington. Et il se dit qu'une clause spécifique dans le contrat de vente aurait été prévue. Savoir qu'en cas de mort accidentelle de l'un des membres de la famille McLean, dans les 18 mois de l'acquisition de la pierre, eh bien Cartier s'engageait, ni plus ni moins qu'à la reprendre, en restituant le prix payé, mais également un gros dédommagement. Légende ou vérité, nous n'en saurons rien. Enfin, il faut savoir que le couple McLean va pas avoir d'ennui tout de suite. Ce sont des mondains très en vue à Washington. Tout le monde se dispute leur présence. Maintenant, Evelyn McLean va avoir à chaque sortie son énorme pépite, son énorme pierre autour du cou. Tout le monde l'admire. Elle est au plus haut. Surtout elle, parce qu'elle connaît le haut du haut du gouvernement américain, est très copine notamment avec la future femme du président des États-Unis. Enfin bon, bref, voilà. Et à chacune de ses sorties, elle fait grand effet. Et grâce à elle, d'ailleurs, le Diamant Hope va devenir un mythe, puisqu'en 1921, un livre et un film vont sortir concernant la malédiction de ce diamant. Enfin bon, tout va bien pour le jeune couple pendant quelques années, jusqu'à ce que ça commence à se gâter. 8 ans plus tard, le fils aîné du couple, qui échappe à la vigilance de sa gouvernante, va se faire écraser par une voiture. Il en mourra immédiatement. À la suite de ça, c'est une de leurs filles qui, quelques années plus tard, se suicidera. On dira pudiquement qu'elle est morte d'overdose de somnifères. Et puis, le comble du comble, c'est que Ned McLean ne se remet pas de la mort de ses enfants. Absolument pas. Cet homme-là va plonger dans une grave dépression dont il ne se remettra jamais, jamais. Il abandonnera à un moment son épouse, il ira rejoindre une autre femme. À la fin de sa vie, il ira de maison de santé en maison de santé. Allez, c'est une façon pudique d'appeler ça des hôpitaux psychiatriques. Et il décédera dans une de ces maisons sinistres en 1941. De son côté, Evelyn Malkwolf va commencer à avoir des déboires. En 1932, le fils Lindbergh, petit garçon de l'aviateur, est enlevé. C'est un énorme scandale aux États-Unis. Et un homme va venir la voir en lui disant, écoutez madame, je connais les ravisseurs, ne dites rien, je peux négocier une rançon, vous êtes une femme riche, vous avez bon cœur, prêtez-moi une somme énorme, 100 000 $. Elle va donner, sauf que c'est une escroquerie, donc elle perdra 5 000 $. Et elle-même perdra un peu goût à la vie. Elle mourra assez jeune puisqu'elle va partir d'une pneumonie à l'âge de 60 ans. Hein. Bon, c'est pas très vieux. Alors la légende veut qu'elle soit morte ruinée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a encore des biens. Elle a un train de vie effectivement qui a diminué dans le temps. Ça c'est vrai. Mais les héritiers vont pas être lésés parce qu'elle possédait encore ce qu'il faut. Elle meurt en 1947. Hein. Sa fameuse collection de bijoux est intacte et au milieu de tout cela, évidemment, il y a le beau bleu Hope. Sauf que les héritiers vont avoir une sacrée mauvaise surprise. C'est-à-dire que quand il va y avoir une ouverture du testament, il y a une clause. Et Evelyn McLean a prévu qu'elle leur lègue effectivement le Hope, mais à condition qu'il soit enfermé dans un coffre durant 20 ans. Si bien que les héritiers ne pourront pas toucher au diamant pendant ces 20 ans. Ils vont attendre.
Sauf que les 20 ans écoulés, voilà que la malédiction reprend son cours. La petite fille de l'ancienne milliardaire, elle porte le même prénom que sa grand-mère, Evaline, va être retrouvée assassinée à l'âge de 25 ans dans son ranch à Plano, c'est près de Dallas au Texas. Les résultats de l'autopsie ne seront jamais divulgués. Le petit-fils de la milliardaire va lui perdre la vie au Vietnam pendant la guerre. Enfin bon, bref, ça se terminera comme ça. Et là, c'en est trop. C'est finalement le diamantaire, le célèbre diamantaire un peu original d'ailleurs, qui s'appelle Harry Winston, qui va acquérir la pierre. Il en fera don à l'État américain, il ne va pas la garder. Tout de suite, il veut s'en débarrasser et il va la confier ainsi au Smithsonian Institute de Washington, qui est le musée d'histoire naturelle. Ça se fera en 1958 et en l'échange d'avantages fiscaux. Chose singulière, Winston va faire une drôle de chose. En général, on va la porter soi-même, dans un fourgon blindé, ce que vous voulez. Non, il va mettre la pierre dans une enveloppe en papier craft, il va foutre ça dans la boîte aux lettres, ça va arriver au Smithsonian comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, il est un peu original. En 2010, la maison Winston va donner une nouvelle parure à la pierre qui sera entourée de diamants. Ça fait un collier, en fait, c'est très beau. La pierre ne pèse plus que 45,42 carats à l'heure actuelle. Elle est exposée dans une galerie qui porte le nom du bijoutier, c'est la galerie Winston. Elle est derrière une vitre blindée, cette pierre. Pour l'instant, elle ne semble pas avoir fait de nouvelles victimes. Et d'après les experts, sa retaille l'aurait assombrie. Si bien que maintenant, il y a quelque chose d'un peu artificiel qui lui permet de prendre son bleu d'origine. Savoir qu'on lui a mis un petit spot de lumière un peu bleutée, discrètement braqué, pour qu'il ait l'air plus clair qu'il n'est en réalité, parce que la pierre aurait foncé. Chaque jour, des milliers de gens se pressent dans la galerie Harry Winston pour l'admirer. 10 millions de personnes par an vont voir ce diamant. Il faut savoir que c'est la deuxième œuvre, c'est pas une œuvre, enfin... Deuxième chose, le plus visité au monde après la Joconde. C'est incroyable. Alors, il va y avoir des expertises, et je vais terminer avec ça, concernant le diamant Hope. Il y a quelques années, des experts ont pu, grâce à des nouvelles technologies, reconstituer un moule du bleu de France. Le but était de vérifier si, oui ou non, le célèbre diamant de Louis XIV et le Hope étaient bien le même diamant. Et ils vont conclure effectivement que c'est tout à fait le même diamant. Le bleu de France, le bleu de la couronne de France, c'est le diamant Hope. C'est bien ce diamant qu'on peut contempler sur un très joli tableau sur le cou de Marie-Antoinette, tableau peint en 1775. Je ne sais plus par qui, c'est peut-être... je ne sais pas qui l'a peint. Enfin... Il y a d'autres experts qui vont se pencher, déjà depuis les années 60 d'ailleurs. Les scientifiques avaient entrepris d'étudier les particularités du diamant. Et ils vont faire une découverte très étonnante. En bombardant la pierre de lumière ultraviolette au sein d'une pièce plongée dans le noir, que remarque-t-il avec stupeur? C'est que la pierre émet une lueur rouge sang. Le rougeoiement dure pendant 1 minute. Les scientifiques se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils renouvellent la chose à plusieurs reprises et à chaque fois la pierre rougeoie. Ils seront toujours incapables d'expliquer le phénomène. Et c'est pas fini. Le 8 décembre 2007, le fameux professeur Farge du département de minéralogie du musée d'histoire naturelle de France, je vous ai parlé tout à l'heure, lui il prend ses fonctions. Et en prenant ses fonctions, il décide de faire un inventaire de toutes les gemmes qu'il y a dans son département. Et c'est là qu'on va retrouver le fameux plan du bleu de France dont je parlais tout à l'heure. Dans un tiroir vulgairement jeté au milieu de quelques diamants qui se traballent au fond du tiroir. Et lui, immédiatement, il se dit « Ouh là là, c'est tellement énorme ce plomb qu'il n'y a qu'une seule pierre qui peut être aussi grosse, le bleu de France. » Et il va chercher. Alors, il y a très peu de représentations. Je crois qu'il y a que 2 représentations de ce diamant fabuleux avant sa retaille. Et il va tomber sur les deux représentations et il va réussir à déterminer avec une représentation, du diamant en taille réelle et le moule, que c'est effectivement la même pierre. Et puis il y aura cette lettre qu'il va retrouver de Charles Achard,
joaillier français dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça conforte ce professeur Farge de ce que le bleu de France et l'Europe, ce sont la même pierre. Il dira, ce professeur dira qu'il y avait quand même deux personnes qui avaient fait le rapprochement au 19e siècle, deux Français d'ailleurs, un homme qui s'appelait Bernard Morel et un autre qui s'appelait Charles Barbeau. Parce qu'au 19e siècle, beaucoup de gens érudits, intellos sont penchés sur la légende du Hope. On ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la chose. En tout cas, Farge a la certitude que le diamant qui a été qui porte le nom de la famille Hope, est bien celui qui a été volé au garde-banc national. Puis alors, dernière chose, c'est en 2013, un autre secret va être révélé concernant le diamant Hope. Des scientifiques vont analyser un minuscule éclat prélevé sur le diamant. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? À l'intérieur, il y a une composante qui s'appelle le bore. Et c'est ce qui donne la couleur bleue à la pierre. Ils vont découvrir autre chose. Une substance inconnue. On ne sait toujours pas ce que c'est. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cette pierre unique dispose de particuliers très peu ordinaires, que la science n'explique pas, et que cette pierre rarissime est classée parmi les pierres les plus rarissimes de la planète. Elle possède en effet moins de 0,2% d'éléments communs avec les autres pierres connues de la planète, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement unique. Pour terminer, sachez aussi que ce cœur, ce magnifique joyau, a inspiré un film qui s'appelle Le Titanic. En 1997, on vous parle du cœur de l'océan, celui qui était au cou de la jeune Kate Winslet et que cette vieille dame du pont d'un bateau jette dans l'océan. Eh bien, il était inspiré, sachez-le bien, de la légende du diamant bleu, du diamant Hope. Voilà. Donc, avouez quand même que cette histoire de pierre précieuse est absolument fabuleuse. Absolument hallucinante. Tu nous avais promis un vrai travail d'enquête à la Sherlock Holmes, ma chère Elisabeth. Tu as tenu parole, parce que retracer l'histoire de ce diamant Hope, ou devrais-je dire ce bleu de France à travers les âges, n'était pas chose aisée. Tu l'as fait parfaitement. C'est pas évident du tout. Le truc qui moi m'impressionne, c'est le parcours de cette pierre, au-delà des effets néfastes qu'elle a eu pour ses propriétaires. On l'a vu passer en Inde, enfin, elle viendrait d'Inde, en France. Elle vient d'Inde, on est pratiquement sûr qu'elle vient d'Inde, il n'y a pas de discussion là-dessus. Elle a traversé le monde. On la retrouve en France, en Angleterre, en Hollande, en Espagne, en Amérique du Nord. Pour revenir en Turquie, c'est assez incroyable le parcours de cette pierre. Alors il y a des pistes qui sont probablement des fausses pistes, mais bon, il y a quand même des choses qui ont l'air d'être des fausses pistes, mais finalement qui retombent sur une vraie piste à la sortie. Par exemple, quand ça arrive soit de chez des Hope ou d'ailleurs, soit de chez le sultan ottoman, ça finit quand même à la même date chez Louis Cartier. Bon, il y a des trucs qui se recoupent et des trucs qui... C'est bizarre. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi le petit clin d'œil à notre précédente émission, puisque notre cher Nicolas Fouquet était encore un des protagonistes du dossier. Je crois qu'on lui aura tout trouvé à Nicolas Fouquet. Mais il est de tous les mauvais coups, celui-là. Et encore, j'ai trouvé d'autres trucs le concernant qui sont pas piqués des hannetons. Je crois qu'on a beaucoup brodé sur cet homme-là et qu'on lui a fait porter beaucoup de légendes et de choses comme ça. C'est un personnage. Vous savez, c'est un héros finalement, Fouquet. En plus, c'est quelqu'un qui a quand même un peu provoqué le roi Soleil, le plus grand roi que la France ait jamais eu, le Soleil lui-même. Et il s'est brûlé les ailes, c'est un Icare de l'époque. Et donc, puis c'était quelqu'un de fabuleux, Fouquet. Et vous savez qu'énormément d'artistes lui doivent beaucoup, Molière, tous les gens de la cour de Louis XIV, il les a protégés. C'était un homme qui dépensait beaucoup d'argent pour les autres. C'est pour ça que les artistes et des gens de lettres ont essayé de le sauver après, parce qu'il n'y a pas que La Fontaine, même de Sévigné. Oui. Et je crois que le roi devait être un peu jaloux de temps en temps.
Et que voilà. Alors, il n'aimait pas qu'on fasse de l'ombre à son soleil et que Fouquet était un peu trop haut dans les étoiles pour le C'est tout à gêner. fait Voilà. ça. Il est malvenu de faire un peu trop d'ombre au soleil. Euh, Autre chose qui surprend dans ce dossier, c'est la témérité des acquéreurs du Bleu de France. Euh, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des récits de malédiction qui entourent cette pierre, ça n'empêche pas de Cartier de vendre, malgré la clause que tu évoques dans ta narration. Mais finalement, tout le monde se dit non, moi, elle va me porter bonheur, cette pierre. Si elle a maudit les autres, ça ne sera pas mon cas. Et finalement, à chaque fois, l'histoire Mais se c'est répète très américain, inlassablement. ça. Vous savez comment ils sont, les Américains? Ils sont les meilleurs. Donc, ce qui arrive aux autres, ils sont pas bons. Moi, ça risque pas de m'arriver. C'était un peu un défi. Et puis, bon, ça n'arrive qu'aux autres, c'est bien connu. Et puis, cette pierre, elle est tellement unique que quand on a déjà tout, ben, on a envie d'avoir l'unique. C'est tout. Parce qu'une pierre comme ça coûte quand même une fortune. Ça en jette. Bon, ben voilà. Je crois qu'il y a une forme de snobisme aussi là-dedans. Cette pierre me rappelle étrangement un autre objet maudit, mais cette fois-ci de la littérature, le fameux anneau dans le livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, que Gollum garde pour lui, son fameux précieux, et qui ne lui attire que des ennuis. Ah Et ben, de toute façon, et vous savez qu'il y a d'autres pierres. Hein. Celle-là, bon, elle est connue, donc je vous l'ai racontée, mais il y a d'autres pierres qui fichent une sacrée poisse, dont là, c'est établi aussi, peut-être un peu plus précisément d'ailleurs dans certains cas. Hein. On sait qu'il y a des pierres, et même, je vais vous dire, il y a des gens qui m'ont dit que des bijoux, il fallait mieux les faire nettoyer avant de les porter quand on les a achetés d'occasion. Parce que parfois, les pierres sont chargées. porte une énergie. Ça, c'est... Pourquoi? Mais c'est normal. On sait maintenant qu'un cristal, finalement, on peut l'informer. Ça garde l'information. Bien sûr. Donc, le diamant est un cristal. Et C'est tout. donc est imprégné des informations que son détenteur lui Pourrait a lui avoir dirigées. transmise, Bien sûr. on n'en sait rien. Mais c'est logique que les pierres précieuses puissent porter bonheur ou malheur. Parce qu'il y a une mémoire dans les pierres. Ce sont des cristaux. Voilà. Mhm. Réflexion tout à fait pertinente. On finira sur un dernier point, une question que je me suis posée. Cette pierre a été retaillée de siècle en siècle, elle a rétréci. Je ne suis pas un spécialiste de la taille des diamants, je n'ai pas la chance ou le malheur d'en posséder, mais j'imagine que quand on taille un diamant qui au début fait plus de 112 carats pour arriver à 44 carats, eh ben, en route on laisse des petits bouts de ce diamant lors de la taille et que ces bouts sont récupérés, retaillés et vendus en plus petits diamants de carats plus légers. Je serais curieux de savoir si d'autres bouts du bleu de France circulent à travers la planète sans que leurs détenteurs ne soient au Il y a courant. de fortes chances, mais personne ne saura jamais de quoi il retourne. D'accord. Parce que sur la première taille, ils en ont quand même beaucoup enlevé au bleu de France. Hein. Oui, la première taille a été la Euh, plus importante. mais bon, c'est certain qu'il y en a qui se baladent des bouts, mais alors comment savoir? Moi, j'ai envie de dire parmi nos auditeurs, s'il y en a parmi vous qui ont une jolie pierre bleue qui est héritée familialement de génération en Ça génération et que risque vous avez la pas. poisse, Ça risque pas, parce que même s'il fait 2 carats un diamant comme ça, ce qui est déjà pas mal, c'est tellement cher qu'il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ni toi ni moi, à moins qu'on ait un milliardaire parmi les Nuréens, ni toi ni moi ne serait capable d'acheter une pierre pareille. D'abord, elles sont rarissimes, ces pierres-là, et tellement hors de prix que, à moins d'avoir gagné au loto et de dépenser toute la somme pour acheter ça, c'est même pas en rêve. Je le dis carrément. on va mener une enquête alors chez tous les grandes fortunes de ce monde qui ont fait faillite, voir si dans le listing de leurs biens, il y avait des pierres bleues qui pourraient être issues de cette pierre originale du bleu de France. En tout C'est cas, probablement le cas, mais ça on le saura pas. on ne peut qu'imaginer. Elisabeth, merci infiniment pour cette nouvelle émission en ma compagnie. Merci pour le travail immense que tu as fait sur ce dossier du diamant Hope. On l'appellera bleu de France, moi aussi, je trouve ça Je trouve un que peu ça plus lui va joli. bien, Bleu de Sans France. être chauvin, ça lui va très bien. En tout cas, merci de nous avoir appris un dossier que moi je ne connaissais pas du tout avant qu'on ne prépare cette émission. Je m'étais informé
légèrement, parce que j'aime bien avoir la surprise de toutes les anecdotes, les récits que tu vas joindre à ton dossier. Et je sors de cette heure d'émission en ta compagnie, pardon, en sachant beaucoup, beaucoup plus sur le Diamant Hope. Et c'est un dossier qui m'a rudement impressionné. Donc un grand, grand merci à toi. Bah écoute, merci de m'avoir reçu. Puis j'espère que ça a plu à tout le monde et que comme cadeau d'été, bah ça peut faire rêver. Voilà. Bonnes vacances. Merci beaucoup Elisabeth, bonnes vacances à toi aussi. Les Nuréens, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'étais très heureux de vous retrouver, même si cette fois-ci c'est en différé sur l'antenne de Nurea TV. Avant de vous quitter, je n'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt, au revoir.